Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, retour à du cinéma plus mainstream, plus grand public. N'ayons pas peur de le dire. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est le sens premier de la chaîne, donc Cinéclectisme, la chaîne qui aborde tous les types de cinéma. Puisque j'ai décidé de revenir sur une longue et passionnante saga de science-fiction, à savoir La planète des singes, en revenant sur le premier chapitre de la trilogie reboot intitulé La planète des singes, les origines, réalisé par Rupert Wyatt, sorti en 2011, avec dans les rôles principaux Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, John Lithgow ou encore David Oyelowo. Alors, le résumé en quelques mots, donc dans un laboratoire de San Francisco, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie d'Alzheimer, mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus. Donc ils découvrent que la substance utilisée permet d'augmenter radicalement l'activité cérébrale de leur sujet, et c'est donc le chimpanzé César, dont la mère vient de décéder dans des circonstances assez violentes, qui est choisi donc pour mener ces tests, et il s'avère rapidement que le jeune singe fait preuve d'une intelligence remarquable, mais suite à de fâcheuses circonstances, ce dernier va se sentir trahi par les humains qui l'entourent et en qui il avait confiance. Il va donc mener le soulèvement de toute son espèce contre l'humanité. Voilà, voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien parce que comme vous le savez certainement, le 8 mai prochain sort un nouveau film consacré à la planète des singes qui s'intitule donc Le Nouveau Royaume, qui sera réalisé par Westpol sous l'égide Disney. Comme vous le savez, il y a quelques années, Disney a racheté la 20th Century Fox, et elle compte désormais tout le catalogue de franchises de l'ancien grand studio. Et donc, parmi ces dernières, eh bien, on trouve la longue et fructueuse saga de La planète des singes. Et donc, quoi de mieux, la part de la firme aux grosses oreilles, de se faire quelques petits sous en plus. Voilà. Alors, je vous avoue, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de revenir sur la saga originale, donc qui va du film original de 68 jusqu'au dernier opus, donc La conquête de la planète des singes en 73. Voilà. Donc je vais principalement ici me focaliser sur la trilogie reboot et sur le film original de 68 que je considère vraiment comme un classique absolu de la science-fiction. Voilà, la science-fiction qui est par ailleurs mon genre de prédilection. Je zapperai pour des raisons personnelles, j'ai même envie de dire évidentes, le remake foireux réalisé par Tim Burton en 2001. Ça me fait mal de le dire venant de la part d'un grand cinéaste, mais enfin bref, vous l'aurez compris, je n'aime vraiment pas ce remake, ou je ne sais même pas comment on peut l'appeler. Bref, passons. Voilà, je vais maintenant donc revenir brièvement sur les origines du projet, donc de ce premier film reboot. Alors il faut savoir que c'est le scénariste Rick Jaffa qui a l'idée en 2005 de ce projet, parce qu'il tombe sur toute une série d'articles de journaux qui parlent des comportements déviants de chimpanzés au sein de leur environnement humain. Donc c'est-à-dire qu'ils constatent que pas mal de singes sont retirés à leurs propriétaires pour finir dans des refuges, et qui ensuite font l'objet d'expérimentations scientifiques assez douteuses. J'y reviendrai d'ailleurs par après, mais on verra que c'est la base même du film, hein. Et il se dit que le mauvais traitement infligé aux singes par les scientifiques pourrait servir de base à un éventuel nouveau film consacré à la planète des singes. Donc il propose l'idée à son épouse productrice Amanda Silver. Donc ils approchent la 20th Century Fox. Tout ça, ça se déroule vraiment à la fin des années 2000, hein, entre 2006 et 2010 plus précisément. Alors il faut savoir qu'en tout, eh bien, Rick Jaffa rédigera pas moins d'une trentaine, et oui, une trentaine de scripts, jusqu'à arriver à un scénario qui convienne absolument à tout le monde, donc aux producteurs comme aux grands patrons, voilà.
Et alors, il est très rapidement question que pour des raisons éthiques, on n'utilisera pas de vrais sages, parce que vous comprenez bien, ce serait sur un tournage, bon, qui plus est d'un blockbuster à plusieurs centaines de millions de budget, c'est quand même quelque peu risqué d'utiliser de vrais macaques. Et il ne sera pas question non plus d'utiliser des sages maquillés, bah, parce qu'ils estiment que voilà, les nouvelles technologies étant passées par là, bah, mieux vaut s'adapter au temps. Voilà. Et alors, qui plus est, bah, la Fox a elle-même été séduite par la technique de la motion capture, donc la capture de mouvement, qui donc a notamment fait ses preuves sur une célèbre trilogie dont personne n'a entendu parler, sortie dans l'anonymat au début des années 2000, à savoir donc Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Voilà, s'il y en a qui ne l'auraient pas compris, c'est de l'ironie, mais bon, voilà. À travers le personnage de Gollum, donc interprété par Andy Serkis, hein, donc Gollum, qui, je le rappelle, donc se déplaçait comme ça à quatre pattes, qui était donc interprété par Andy Serkis, qui était recouvert donc de capteurs sur tout le corps. Voilà, donc il avait une sorte comme ça de, je vais dire de chemise comme ça. Il avait le corps entier recouvert comme ça d'une sorte de pyjama, chemise pyjama, avec toute une série de capteurs. Et donc, voilà, la performance qui, même presque 25 ans après, reste toujours impressionnante, a tellement marqué les esprits qu'elle a convaincu les autres studios de privilégier la motion capture, qui a ensuite été utilisée pour d'autres blockbusters comme Pirates des Caraïbes 2 et 3, à travers le personnage du grand méchant Davy Jones. Motion capture qui sera également utilisé par Steven Spielberg lui-même pour son adaptation de Tata, qui d'ailleurs sortira la même année que La planète des sages, les origines, hein, donc en 2011. Donc une technique, vous l'aurez compris, qui aura fait ses preuves dans le domaine des effets spéciaux, et j'oubliais de le dire, qui a surtout fait parler d'elle à travers un autre film qui a été un énorme flop dont personne ne veut plus en entendre parler, qui est Avatar de James Cameron. Bon allez, j'arrête avec l'ironie maintenant, c'est promis. Avatar, donc voilà, sorti en 2009, hein, qui visuellement a marqué un peu tous les esprits. Et donc James Cameron, qui a impressionné lui-même par Le Seigneur des Anneaux, a décidé d'utiliser le même type de procédé pour son propre film. Et vous l'aurez compris, la motion capture ayant contribué au succès d'énormes blockbusters, eh bien, quoi de mieux que de l'utiliser pour donner vie donc à ces nouveaux sages, voilà, je vais le dire comme ça. Et quand on voit le résultat final, j'y reviendrai par après, on ne peut qu'être impressionné. Voilà. Alors en termes de réalisation, la Fox décide de jeter son dévolu sur un débutant à l'époque, donc du nom de Rupert Wyatt, qui avait réalisé donc un premier film en 2001 assez peu connu, intitulé Subterrane, sur lequel j'ai trouvé très peu d'informations, et alors en 2008, Ultime Évasion, donc un film anglo-irlandais avec déjà Brian Cox, je ne l'ai pas cité, mais qui apparaît dans La planète des sages, les origines, dans un petit rôle, mais un rôle quand même plutôt intéressant. Donc voilà. Et donc, eh bien finalement, donc pour le rôle principal, donc celui du sage César, eh bien les producteurs se disent que comme il a contribué au succès de Gollum pour Le Seigneur des Anneaux, quoi de mieux que de l'appeler pour inaugurer le succès probable de ce nouveau chapitre de La planète des sages. Et donc ils contactent Andy Serkis pour rôle de César. Andy Serkis qui, la même année, jouera également le capitaine Haddock dans le Tata de Steven Spielberg, et qui, j'oublie de le dire, aura également joué King Kong dans le remake de Peter Jackson sorti en 2005, tout en motion capture également. Donc Andy Serkis, qui était considéré comme la star de la motion capture des années 2000 en quelque sorte, hein, on peut le dire comme ça.
Et donc voilà, donc le projet se met en place à partir de là, et c'est donc durant l'été 2011 que le film sort, avec à la clé un très beau succès commercial et critique, hein, les critiques qui ont été bluffés d'ailleurs, tout comme les spectateurs, bah, par la motion capture, qui en plus ici est utilisée à bon escient, et qui permet d'ailleurs, je vais y revenir, hein, mais aux acteurs, et pas seulement Andy Serkis, mais aux acteurs incarnant, je vais dire les sages, de bien se mouvoir dans l'espace, de bien évoluer également avec les vrais comédiens, ou je dirais même les comédiens humains. Voilà. Alors maintenant, ben, je vais passer au film, hein, donc globalement, ben, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier chapitre de cette trilogie reboot? Eh bien, très honnêtement, ben, je l'aime bien. Voilà, je vais le dire directement, c'est pas mon préféré de la trilogie, mais bon, j'aurai l'occasion de revenir, hein, sur les deux autres films par après. Mais voilà, c'est plutôt un bon film, qui relance d'ailleurs bien la saga, suite voilà, au film, enfin, au remake réalisé par Tim Burton, sorti en 2001, qui avait plutôt bien marché commercialement parlant, mais qui s'était fait, à juste titre pour moi, éreinter par la critique, où Burton lui-même reconnaîtra qu'il n'a pas eu la main sur le projet, contrairement à ces Batman sur lesquels il avait eu l'occasion de greffer sa patte d'auteur. Bon, ici, bon, si vous aimez bien le remake, tant mieux pour vous, hein, je ne vous juge absolument pas, que du contraire, mais ben, je ne l'ai plus revu depuis quelque temps, et je vous avoue que très honnêtement, ça fait partie de ces rares films que je ne souhaite plus revoir, et bref, voilà, je ne garde pas de très bons souvenirs de ce remake avorté, en quelque sorte, qui n'a débouché sur rien, parce que malgré le succès commercial du film, il y a les retours très négatifs de la presse ont convaincu la Fox de ne pas se lancer dans une suite. Quand on connaît Hollywood, ça peut paraître surprenant, mais voilà, donc c'est dire à quel point le film de Burton souffre d'une très mauvaise réputation. Et donc voilà, donc ce premier chapitre a convaincu globalement tout le monde. Moi de même, bah, d'ailleurs je ne vous cache pas que je l'ai revu pas plus tard qu'il y a quelques instants, voilà. Et bah, j'étais plutôt content de le revoir. Je trouve que même 13 ans après, il vieillit plutôt bien. Bon, il y a la motion capture bah, qui est toujours, je le disais, très spectaculaire, et qui est utilisée. En plus, je le disais, pas uniquement à des fins de grands spectacles, mais ça permet également aux comédiens, je le dis, de bien se mouvoir dans l'espace, d'exister véritablement, et ben, notamment à travers le personnage central de César, qui est vraiment le héros de cette trilogie, donc comme je le disais, incarné par Andy Serkis, qui campe une composition ben, parfaite, je vais le dire comme ça. Donc il arrive à la fois à se montrer touchant, émouvant, aussi en colère, voilà, notamment à travers le troisième acte, où là la part belle est plus laissée au grand spectacle. Et on sent que dans les moments où il doit interagir avec les autres comédiens, bah, notamment James Franco dans le rôle de son maître, eh bien, on sent que voilà, les deux comédiens donc arrivent à bien communiquer entre eux. Voilà, on sent qu'Andy Serkis s'est vraiment bien investi dans son rôle, qu'il comprend les émotions, je vais dire, de son maître, et à aucun moment on a l'impression de, je vais le dire comme ça, mais de voir un vulgaire primate, d'autant plus que, je le répète, il ne s'agit absolument pas d'une image de synthèse. Donc on voit vraiment César évoluer. Ben, c'est d'ailleurs, voilà, hein, le film ne s'appelle pas Les Origines pour rien, donc on assiste véritablement à la naissance de César, et donc quelque part, on, on suit le voyage avec lui en quelque sorte. Donc on le voit grandir de petit bébé jusqu'à futur leader. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'en ai pas encore parlé, j'y reviendrai après, mais la mise en scène, je trouve, même si elle reste très classique, hein, je veux dire, la mise en scène regorge quand même par moments de très bonnes idées. Je pense notamment à ce, ce très beau plan où on va voir César, qui est encore relativement jeune, on va dire adolescent, donc qui va grimper comme ça de branche en branche, enfin escalader plutôt, qui va escalader à un arbre comme ça de branche en branche, et on va voir que plus il monte plus il monte d'une branche à l'autre,
plus on va le voir, grandir en quelque sorte et on va voir que justement, en fonction de son évolution physique, le monde évolue aussi, voilà. Donc je trouve, un bon effet donc de montage, elliptique. Là, c'est un petit effet, je trouve, qui plutôt est efficace et qui traduit bien le passage du temps, à la fois sur César et également sur, l'humanité en elle-même, hein, vu que on le découvrira par la suite, la ville de San Francisco a son importance, dans le film. Alors il y a également, un autre plan que je trouve, très beau, donc on a un fondu enchaîné dans lequel on va voir César qui, grandit, dans une chambre que lui a aménagée, son propriétaire, qui n'ose pas encore le confronter au monde réel, de peur des conséquences toxiques que les humains pourraient avoir à son encontre. Et on va voir que César, qui découvre littéralement le monde à travers sa fenêtre, eh bien, la fenêtre, si vous voulez, elle est plutôt, ronde et alors il y a un motif, comme ça en forme de losange, donc un sigle, hein, en quelque sorte, d'un losange comme ça au centre de la fenêtre et en même temps un autre losange comme ça, courbé, désolé, je suis très nul en géométrie, mais vous l'aurez compris et donc on va voir que, la caméra va faire un zoom léger sur ce sigle pour, et après ce zoom léger, on va voir un fondu enchaîné qui va nous mener donc au Golden Gate de San Francisco. Et ce plan ne sort pas de nulle part parce il va nous permettre de déjà comprendre que c'est à la fin du film que tout va se jouer. Donc littéralement, César va quitter la maison pour rejoindre son avenir qui sera symbolisé par le sommet du Golden Gate où aura lieu la bataille finale du film en quelque sorte entre les policiers et les singes menés par César. Voilà quelques 2 séquences comme ça, que j'ai trouvées, assez originales, même assez inventives. Voilà. Le film en lui-même, en tout cas dans sa deuxième partie, va être construit comme ça en montage alterné en quelque sorte. Donc on va voir César qui va être enfermé, bien malgré lui, chez des... Bon, je vais dire, voilà, dans une fourrière avec un patron et ses fils assez véreux. D'ailleurs, parmi ses fils, on retrouve l'acteur qui incarnait Drago Malfoy dans la saga Harry Potter. Alors, faute professionnelle, je n'ai plus le nom du comédien en tête, mais je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Donc désolé, je retrouve juste le nom du comédien. Ça m'embête de ne pas le savoir. C'est Tom Felton, voilà, je ne sais pas pourquoi le nom m'échappait. Donc voilà, donc on retrouve Tom Felton dans un rôle similaire à celui de Drago Malfoy dans Harry Potter, hein, une sorte de petit con, je vais le dire comme ça, qui passe son temps à martyriser sans raison apparente les autres. Et ici, il va martyriser César. Voilà. Et alors justement dans le rôle, j'allais dire de Drago Malfoy, mais non, dans le rôle de ce personnage, du père de ce personnage, pardon, on retrouve Brian Cox, hein, un acteur comme ça assez connu, qui a fait d'ailleurs pas mal de rôles dans le cinéma américain indépendant. Et donc bref, Brian Cox qui joue le directeur de la fourrière et qui était au casting, justement, je le disais tout à l'heure, du premier film de Rupert Wyatt. Voilà. Et donc ici, voilà, il a un petit rôle, hein, mais je veux dire un rôle quand même plutôt important. Et puis Brian Cox, voilà, toujours bon, acteur très charismatique que vous avez certainement pu voir dans X-Men 2 où il jouait le rôle du commandant Stryker qui attaquait le manoir du professeur Xavier. Ou encore aussi, il incarnait Hannibal Lecter, et oui, dans le Mindhunter de Michael Mann, sorti en 81. Voilà, acteur qu'on n'oublie pas, hein, qui fait partie de ces acteurs à gueule, comme très typés, comme j'aime à le dire.
Et donc voilà, donc en termes de mise en scène, donc je le disais, donc une mise en scène comme ça assez classique. Voilà, alors une première partie, on va vraiment bah, nous expliquer en gros ce qui se passe hein, à travers ce laboratoire, euh, dont on devine que voilà, les intentions ne sont quand même pas très claires, sont même assez ambiguës, parce qu'on découvrira que le patron de James Franco donc, est joué par David Oyelowo, qui joue le rôle d'un patron assez véreux, cupide, qui n'a pas peur de dire qu'il ne se préoccupe que de l'argent, plutôt que du bien-être de ses employés. Un parfait connard, en somme, on peut le dire. Et, euh, et donc, oui, donc première partie qui va donc nous vous dévoiler ce qui se passe à propos de ce traitement face à la maladie d'Alzheimer, ce qu'on fait subir à ces pauvres sages, et dans le même temps, donc James Franco qui va prendre sous son aile César, qui va l'adopter, s'occuper de lui, et donc une deuxième partie, je le disais, qui va prendre la forme d'un montage alterné. On va suivre en alternance César enfermé littéralement dans la fourrière, qui va tout doucement s'imposer comme leader. Et de l'autre côté, James Franco et son père, qui est d'ailleurs joué par John Lithgow, qu'on prend toujours plaisir à voir, d'ailleurs très touchant. James Franco qui tente de sauver son père, pour lequel d'ailleurs le vaccin contre l'Alzheimer était destiné. Donc en somme, on a une mise en scène, je le disais, classique, mais plutôt efficace et qui vieillit plutôt bien, quoi. Euh, Au niveau du scénario, je le disais, scénario plutôt efficace, rapide, hein, je le répète, c'est un chapitre d'introduction, hein, donc il pose les bases pour la suite, voilà, mais des bases assez ambitieuses hein, finalement, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais on a donc ce troisième acte qui est consacré vraiment à l'affrontement, ou en tout cas les prémices de l'affrontement entre l'homme et les sages, on va le dire comme ça, où on va voir littéralement César et ses hommes qui vont affronter les policiers, donc qui vont être à la fois euh, à cheval et en même temps en hélicoptère. Donc un affrontement relativement violent, enfin violent, voilà, le film n'est pas gore du tout, hein, je veux dire, ça reste grand public, mais voilà, assez spectaculaire, assez musclé aussi, et encore une fois, on sent que les batailles épiques du Seigneur des Anneaux sont passées par là, quoi, je dirais, on sent une envie de proposer du grand spectacle généreux, mais généreux qui n'oublie pas d'être intelligent. Parce que déjà, à travers ce premier chapitre, on a quand même une réflexion justement sur les limites de la science, hein, qu'on pouvait déjà retrouver bien des années avant dans le monumental Jurassic Park de Steven Spielberg. Et donc ici, dans le cas de ce premier chapitre de La planète des sages, on a déjà donc une petite réflexion, je le disais, sur les limites de la science, sur le fait de pouvoir tester ou non les mêmes traitements médicamenteux aux humains que sur les animaux, etc., ce genre de choses. Et donc voilà, donc en somme, un premier chapitre très généreux, très efficace, qui est quand même un peu imparfait sur certains points. Bon, c'est un peu moins difficile ici, hein, mais disons qu'il y a peut-être voilà quelques points, quelques petits points noirs, je vais le dire comme ça, notamment en termes de personnages. Alors on a Freida Pinto qui joue le Love Interest, hein, voilà, la petite amie de James Franco qui apparaît au départ comme le médecin qui va s'occuper un peu de César, et puis c'est tout ce qu'on saura d'elle, quoi. Je veux dire, honnêtement, son personnage ne sert pas à grand-chose, j'ai même envie de dire qu'il ne sert à rien, voilà, hormis être le Love Interest de James Franco. Et donc, j'ai envie de dire, bon, il faut savoir que voilà, elle a été révélée, donc cette actrice, par le Slumdog Millionnaire de Danny Boyle, qui avait tout raflé aux Oscars en 2009. Et donc, mis à part introduire, si je puis dire, Love Interest dans un blockbuster hollywoodien, d'autant plus que je ne sais pas exactement ce qu'elle est devenue, cette actrice. J'ai un peu l'impression qu'elle a disparu comme ça des radars du jour au lendemain. Bon, je sais qu'après La planète des sages, elle a tourné également avec Woody Allen, mais je sais pas ce qui est arrivé. Bon, voilà. Alors, peut-être aussi l'autre réserve que j'aurais par rapport au film, c'est encore une fois à travers le traitement du personnage.
d'homme d'affaires véreux incarné par David Oyelowo, dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même assez cliché. Voilà, je trouve que pour le coup, alors j'ai rien contre David Oyelowo, c'est plutôt un bon acteur, mais je trouve que on est un petit peu trop sur le cliché de milliardaire véreux, d'homme d'affaires véreux, comme ça, cupide, qui veut avant tout faire du business, faire de la monnaie, hein, comme il le dit même dans le film. Voilà, au bout d'un moment, ça manque un petit peu de subtilité, c'est amené à coups de gros sabots. Le fait aussi, j'en ai pas encore parlé, mais ça a aussi son importance, hein, le coup du voisin, comme ça, un peu beauf, un peu rageux, qui, d'ailleurs, à un moment donné, va sortir un petit peu de nulle part, hein, quand on va voir l'assistant de James Franco, qui va être l'un des premiers malades, hein, d'ailleurs, d'un virus causé d'ailleurs par le traitement d'Alzheimer, qui va venir frapper à la porte de James Franco. On va voir ce même voisin, comme ça, assez enragé, qui va sortir de nulle part, qui va demander donc à l'assistant d'où il vient. Et voilà, la séquence coupe directement après. C'est bon, si après on constate qu'à la fin, bon, je vais pas trop spoiler, bon, même si imagine que vous avez vu le film, mais on comprend après ce qui va arriver à ce fameux voisin et on se dit que pour le coup la scène est pas complètement inutile. Mais voilà, je trouve que ça a amené un petit peu comme ça un coup de gros sabot. Mais voilà, dans le fond, le film se tient bien, d'autant plus que pour un blockbuster, il est quand même relativement court. J'étais d'ailleurs assez surpris à la revoyure, il dure 1h45, alors que bah, depuis quelques années, on nous sort des blockbusters de plus de 3 heures, voire même parfois frôlant les 4 heures. Zack Snyder, voilà. Et donc du coup, bah, oui, ça fait du bien aussi de revenir comme ça sur une durée normale, d'autant plus que le film est assez bien rythmé, très bien construit, ça je l'ai dit, on est pris directement dans ce premier chapitre et on a envie directement d'en savoir plus. Donc voilà, donc en gros, bah, à la revoyure, bah, bon premier chapitre, voilà, d'une bonne trilogie. Donc si je devais mettre une note, ce serait voilà, bon petit 7 sur 10, voilà, j'irai pas plus haut parce que même si on sent que le film est plus que correct, il est plutôt bon, je trouve que, bon, on y reviendra par la suite, ça manque encore un petit peu de souffle, d'ampleur dans la mise en scène, même si globalement le travail est plus que correct et qu'on a un divertissement de très bonne facture. Voilà, donc tout ce que j'avais à dire sur La planète des singes, les origines. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier chapitre. Donc, alors, je vous invite également à me suivre comme d'habitude sur mes différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, très prochainement TikTok. On se retrouvera bah, très bientôt, évidemment, pour parler de la suite, donc la planète des singes, donc l'affrontement. Et alors, je peux déjà vous dire que on repassera également à du cinéma indépendant, même indépendant underground, puisque je peux déjà vous dire que la prochaine critique de la chaîne sera consacrée à donc un film de Greg Araki, qui sera donc The Doom Generation. Voilà. Désolé, il a fallu, je trouve le temps pour dire le titre, mais voilà, c'est la fatigue, etc. Bref, donc on se retrouvera très bientôt pour parler de films. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et d'avance, bah, déjà, bon week-end. Voilà. Salut, salut, ciao!